Bonjour à tous, bonjour et voilà et bienvenue à tous nos auditeurs du jour. Voilà, je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit et bienvenue donc à ce webinaire sur Manager Coach, notre webinaire mensuel chez MyConnecting sur les sujets soft skills. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Julien, à qui je vais donner la parole dans une minute, qui va être notre expert donc Yes. pour la journée. Voilà, en tout cas, sachez que vous avez, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez un chat qui est disponible, voilà, sur la droite normalement, et vous pouvez nous poser toutes vos questions pendant l'heure qu'on va passer ensemble, et on y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. On va se garder un petit temps de questions-réponses. Alors pour démarrer, voilà, on va se présenter rapidement. Donc moi c'est Simon Châtelain, je suis directeur sur la partie soft skills. Donc je conçois des formations et j'anime le pôle de formateurs sur nos formations soft skills, en sachant que vous allez voir juste après, on fait d'autres formations chez MyConnecting et voilà, et on a un panel assez large. Et je suis accompagné de Julien que je vais laisser se présenter. Et bonjour à tous. Donc Julien Chawadgos, formateur MyConnecting, donc sur des thématiques essentiellement de management, développement personnel et communication. Donc le lien est tout fait, communication, développement personnel, management, c'est inhérent aux trois domaines finalement. Aujourd'hui, on va parler manager coach. Ça parlera de développement personnel, de communication, et évidemment de la posture de manager. Donc voilà, je suis ravi en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Merci Julien. Et oui, bah, tu le dis, hein, effectivement, manager coach, on est vraiment aussi sur des sujets intrinsèques au développement personnel. Donc, Complètement. donc on espère pouvoir, voilà, en une heure, vous faire un bel aperçu Ouais. de ce qu'est le manager coach, de comment le mettre en place dans son quotidien. Et puis voilà, vous allez voir, on vous a concocté un beau programme. Voilà, je vois que des nouvelles personnes arrivent, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, encore une fois. Et puis, je vais passer avant de démarrer, on va commencer par une petite présentation rapide de MyConnecting pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc Julien, il fait partie de nos 299 collaborateurs passionnés, avec qui, voilà, collaborateurs et partenaires. MyConnecting, ça fait 15 ans, maintenant 16 ans, qu'on est sur le marché donc du développement des compétences. On forme sur différents sujets. On est vraiment des experts initialement du distanciel et maintenant, bien entendu, on revient en présentiel, surtout dans cette dimension post-Covid, ce qui fait toujours plaisir de revenir sur des formations présentielles. Et on est très fiers de nos taux de satisfaction. Alors, on est fiers de plein de choses chez MyConnecting, mais surtout de notre taux de satisfaction de 99,1%. Voilà, et qu'on essaie de maintenir à ce niveau tous les ans, malgré l'augmentation du volume de formation. Nous, nos croyances chez MyConnecting, c'est l'hyper-personnalisation. Donc, c'est de vraiment vous accompagner sur vos sujets précis, sur vraiment vos enjeux au quotidien dans votre emploi, dans votre métier. On veut vous accompagner avec un support. Et donc, sur des formations langue et bureautique, par exemple, vous êtes accompagné à la fois par un formateur et par un coach motivationnel. Donc voilà, on est vraiment là pour vous accompagner toute la durée de la formation et même parfois un petit peu sur l'après-formation pour vous aider à ancrer les compétences là-dessus. Et on croit également bah, forcément à la performance de nos formations et c'est pour ça qu'on met en place cette hyper-personnalisation et cet accompagnement, ce support. C'est vraiment pour qu'on soit orienté objectif, orienté performance dans ce que vous allez pouvoir accomplir chez nous. Et donc je l'ai un peu spoilé sur la slide précédente, mais voilà, nous on fait des formations en langue, en bureautique, en digital et des formations soft skills. Donc ça c'est le thème de notre journée, donc les compétences Ouais. comportementales, dont les compétences managériales. Voilà, et puis on va pouvoir commencer le thème de ce webinaire. Et je trouve que Julien, tu avais une proposition assez intéressante, c'est de nous, Oui. nous parler des attentes des salariés envers leur manager. Oui, l'objectif, c'est de commencer par la question pourquoi? Pourquoi ce webinaire sur le manager coach? On voit qu'aujourd'hui, les attentes des salariés ne sont plus celles d'il y a 30-40 ans, hein. Avant, on attendait de la part d'un manager qui soit assez directif, finalement, un cadre qui donne des consignes. Et d'ailleurs, les collaborateurs, on leur demandait d'effectuer le travail sans trop peu d'échanges.
Aujourd'hui, c'est différent, donc bienvenue à vous et bravo d'avoir pris le soin de venir être un peu innovant dans une nouvelle posture qui est la posture de manager coach parce que c'est l'attente des salariés. C'est sûrement aussi votre attente hein, en tant que manager parce que vous avez aussi une direction. On attend globalement hein, de la part de son manager de l'écoute, de l'empathie, de la confiance et qu'il soit finalement dans la motivation, qui me motive. Ça tombe bien, ces 4 éléments qui sont inhérents à la posture du manager coach, pas que la posture du manager coach, bien sûr. L'écoute, par l'écoute active, hein, notamment, et on en parlera tout au long de ce webinaire. L'empathie. Alors, avoir le bon niveau d'empathie. Hein, et souvent, je remarque auprès de managers et autres, c'est très dans notre culture, on a souvent un niveau d'empathie un peu trop élevé. L'empathie, hein, c'est se mettre à la place de l'autre, mais sans pour autant vivre les émotions des autres comme si c'était les nôtres. On a déjà énormément d'émotions à vivre, 60 000 pensées par jour qui sont connectées à des émotions, imaginez. Hein. Alors, si en plus je me mets à vivre les émotions des autres comme si c'était les miennes, ça fait trop. Donc, le manager, c'est le bon niveau d'empathie, hein, le manager coach. La Que ce soit confiance, une empathie donc pas bloquante, pas immobilisante en tout cas. exactement, pas immobilisante. Hein. Et mettez-vous des fois à la place de vos collaborateurs. Est-ce que vous attendez de la part de votre manager qu'ils vivent vos émotions comme si c'était les siennes? Non, on attend une empathie. Par exemple, j'ai un moment difficile, qu'ils soient un peu plus à mon écoute et qu'ils le prennent en compte, mais peut-être pas qu'ils le vivent comme si c'était sa situation. D'accord? Donc c'est ça le bon niveau d'empathie. C'est un vrai sujet, on y reviendra, hein, notamment un peu plus tard dans ce webinaire. Ouais. La confiance, inhérente à une relation managériale de manager-coach notamment. Aujourd'hui, la confiance, on le voit, elle est déterminante. Le télétravail est basé sur la confiance. Le management par objectif est basé sur la confiance. Je donne un objectif à mon collaborateur, peu importe la façon dont il le fait, alors peu importe, dans un cadre toujours bien sûr, hein, mais le but c'est que l'objectif soit atteint. Donc on est sur la confiance. Et enfin, motiver hein, ses collaborateurs, peut-être par une posture de leader, par rappeler le sens de notre service, le pourquoi on fait cela, le pourquoi, le métier de ce collaborateur, hein, la motivation, être aussi parfois visionnaire, quand je peux me permettre. Hein. Voilà, hein, en fait, des attentes que demandent les collaborateurs. On avait envie, du moins j'avais envie qu'on commence par ça, pour vous dire, ben voilà, c'est un peu le programme de notre webinaire. Super, bah écoute, un beau programme et on aura 1 heure, du coup, pour en parler. Exactement. Définition, on commence, hein, définition du manager coach. Le manager coach permet de faire progresser ses collaborateurs, d'assurer à chacun les moyens de son autonomie et les conditions de sa propre réussite. On voit déjà là, hein, par la définition, hein, le poids de l'autonomie, responsabiliser, demander l'avis du collaborateur aussi pour lui donner envie hein, et le responsabiliser. Hein. Donc, le manager coach est vraiment basé sur déléguer, faire confiance, responsabiliser. 3 mots qui vont être déterminants. Alors, pour continuer à définir la posture du manager coach, une petite image, Simon, qui arrive sur la diapo d'après. Dis-moi si ça te parle. Hein. Imaginons, Ça me parle, ça me parle. ça te parle. Bon, ça va alors, ça va. Imaginons, je parle à vous qui êtes derrière votre écran. Votre collaborateur, il y a son chemin. Hein, son chemin professionnel, il est matérialisé par cette image. Et voilà qu'il a une difficulté. La difficulté, je l'imaginais comme un trou béant. Il va falloir qu'il surmonte cette difficulté. Le réflexe souvent en tant que manager, c'est de soi-même lui donner une solution. Ça serait une erreur. Alors, on continue. Il est là, il arrive face à ce trou et il a plusieurs solutions. Et la posture de coach va être celle que je vais vous présenter là. Il a plusieurs solutions pour passer derrière ce trou. Hein. Ça va être par exemple de sauter ou de traverser une poutre. On va imaginer qu'il y a une poutre. Peut-être s'accrocher à une liane et passer de l'autre côté. Peut-être grimper sur le côté parce qu'il y a un mur pour passer ce trou. Bref, il y a plusieurs solutions. L'erreur, ça serait de se calquer par rapport à soi et de se dire, bah moi, qu'est-ce que je ferais? Ah, j'ai pas un bon équilibre, donc j'irai pas sur la poutre. Toi, tu ferais quoi d'ailleurs, Simon, pour passer de l'autre côté? Tu sautes, tu passes sur la poutre, tu t'accroches à une liane, tu grimpes sur le côté, tu ferais quoi? Bah, alors en tant que bon, si c'était dans cette situation, moi j'essaierais de sauter.
Voilà. Voilà. Mais ce qui après c'est intéressant, c'est de voir. Donc tu vas en parler, hein, mais de la posture de manager. C'est vrai que j'aurais tendance à vouloir faire sauter la personne avec moi C'est pour ça. gagner du temps en disant bon bah voilà, je sais le faire, on peut le faire ensemble. Ouais, Enfin, on peut sauter d'un seul coup, ou je t'aide à sauter. Mais ouais. alors que c'est peut-être pas forcément la bonne solution pour lui. Et c'est peut-être pas forcément la bonne solution pour lui, hein. Peut-être que lui, il a fait de la gym étant plus jeune et que, passer sur la poutre est très facile, alors que pour moi, c'est pas du tout le cas. À travers cette image, ce qu'on voulait vous dire, c'est que 2 préceptes, hein, du manager coach qu'on va voir juste après sur la diapo d'après, qu'il est déterminant, hein, d'avoir. La première chose, c'est interdit de donner des solutions. En fait, le réflexe de beaucoup de managers, c'est de vouloir trouver la solution. Je suis un peu le manager sauveur. Stop, terminé. Quand on est manager coach, on ne donne jamais, jamais, jamais de solution. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'aider mon collaborateur à trouver par lui-même sa solution en le questionnant pour qu'il puisse passer outre cette difficulté. Donc, on le voit, c'est le deuxième point sur cette diapo, c'est une posture à utiliser à bon escient. Parce que je suis sûr que derrière mes propos, quand je vous dis il ne faut pas donner de solution, certains se sont dit oui, mais moi je suis désolé, en tant que manager, je dois donner des solutions. Et vous avez raison. Des fois, on attend en tant que collaborateur que vous soyez vous le manager qui va donner des solutions. En pleine tempête, vous êtes le capitaine du bateau, tous les regards se tournent vers vous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le moment dans une posture de manager coach, d'accord? Là, il faut dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. C'est une posture à utiliser à bon escient. C'est une posture qui est très puissante, hein, et qui est très innovante. Donc, on va le voir, hein, par les différents qualités que demande finalement, hein, le manager coach juste après. Voilà, 2 points sur lesquels on voulait insister. Interdit de donner des solutions et à utiliser à bon escient. Alors, ces qualités. Oui, Simon, Non, pardon. non, non, pardon, j'allais dire ce qui rend forcément la posture. En gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut s'adapter Ouais, aussi continuellement. Et ça, c'est ça qui rend la posture forcément un peu plus compliquée. C'est pour ça qu'on parle de coach. Hein, c'est le ouais, coach, c'est la personne qui va, comme on l'entend, hein, aujourd'hui, le coaching, c'est vraiment la personne qui va s'adapter continuellement complètement. à son interlocuteur. Ouais. Et donc voilà, c'est là-dedans que forcément, ça va demander aussi de l'énergie. Complètement, complètement. C'est une posture qui demande de l'énergie, qui demande aussi de la patience, de prendre le temps de se poser. On va y revenir un peu plus tard d'ailleurs dans ce webinaire. Qualité d'un manager coach, on a voulu appuyer sur 4 points, hein, très, très axés manager, faire confiance. Faire confiance est déterminant dans la relation. Si vous n'avez pas une relation de confiance avec vos collaborateurs, c'est pas opportun d'avoir une attitude de coaching, puisque on va être dans une relation de sincérité, de déléguer, donner de l'autonomie, hein. Hop, c'est le deuxième point qui apparaît sur cette diapo. Donc la confiance, l'autonomie, c'est déterminant. Ça va être aussi d'accompagner mes équipes, avoir la bonne posture, ni trop présent, ni pas assez, d'être là pour pouvoir les accompagner, hein, les aider, hein, à trouver des solutions par eux-mêmes, je le répète. Et enfin, déléguer, on en revient aussi à la confiance. Déléguer est un contrat, on en parlera. Est-ce que vous avez des difficultés à déléguer? Souvent, quand on est un manager perfectionniste, on a du mal à lâcher, hein, on aime bien que ça soit fait à notre façon, ce qui peut être bloquant pour déléguer. 4 qualités nécessaires au manager coach qu'on vous évoque là. Donc, on va faire des petits focus, hein, au cours de ce webinaire sur ces points-là. Et déléguer, c'est aussi un élément parfois donc forcément il y a la crainte, hein, que le travail soit moins bien fait que si on le Oui, faisait nous-mêmes. oui, Moi, je sais que ce qui peut parfois me bloquer à déléguer, c'est dans mon rôle de manager, c'est de me dire ça va être plus rapide si je le fais tout seul, et oui, si je le fais oui, par moi-même. Sauf que ça, c'est ouais. sur du court terme en fait. Eh oui, c'est sur du court terme. Tu fais bien de l'évoquer, on va en parler tout à l'heure. On va faire un petit sondage justement sur les raisons qui vous empêchent de déléguer. Et tu as raison, Simon, il y a à la fois des raisons de temps, parfois de confiance, hein, de j'ai envie de garder le contrôle. Allez, une petite phrase pour terminer sur une définition, hein, du manager coach. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours. Elle est connue, cette phrase. Elle représente bien ce que c'est d'être manager coach. Donc, c'est aider l'autre
à trouver par lui-même les solutions, à apprendre donc par lui-même et donc devenir autonome. C'est un gain de temps considérable et un gain d'épanouissement aussi pour les collaborateurs quand on est dans cette posture. Alors, on va faire le focus sur le premier point, votre niveau de disponibilité. Et vous allez voir, on va vous surprendre peut-être et vous prendre un peu à contre-pied. On va vous poser une première question, un premier sondage. Pour parler du niveau de disponibilité, c'est bien d'évaluer aussi le niveau d'interruption que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interruption, Simon, dans le cadre professionnel? Une interruption, tu sais, c'est quand tu es focus sur quelque chose et tu te fais interrompre. Alors, quel type d'interruption on peut avoir dans le cadre professionnel pour toi? Ça serait quoi? Notification soit de téléphone sur des choses pro ou perso, hein, bien sûr, mais sinon Complètement. même des mails, hein, quand on est dans son état de focus de flow, voilà, de conception sur Ouais, quelque chose, ouais. ça peut aussi être ça. Voilà, ou quelqu'un qui vient nous parler. Bon, les interruptions sont fréquentes aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui vient vous parler, le téléphone qui sonne, les pop-up de mail, les notifications. Je suis dans l'open space, quelqu'un me parle fort, ça me déconcentre. Tout ceci. Alors c'est parti, on vous propose de voter, hein. Vous pensez être interrompu toutes les combien? Toutes les minutes, toutes les 7 minutes, toutes les 10 minutes, les 25 ou les 45 minutes? C'est quoi votre niveau d'interruption globalement? Peut-être que là, ce webinaire qui a commencé depuis 15 minutes, vous auriez pu être interrompu ou vous avez été interrompu déjà plusieurs fois peut-être. Donc on vous laisse voter ce quelque temps. Toi Simon, si tu devais répondre, tu dirais quoi là? Moi, je dirais, alors ça va dépendre des jours, hein, diront tout le monde, mais on va Bien essayer de sûr, prendre une moyenne. Moi, je pense qu'en bien sûr. moyenne, je suis interrompu toutes les 10 minutes à peu près. À peu près toutes les Voilà. 10 minutes. Ok, Voilà. ça fait beaucoup, Et hein? encore, et encore, je pense que toutes les 10 minutes, c'est les vraies interruptions, tu vois. Ouais, ouais, Je pense que je suis interrompu plus ponctuellement, sans m'en rendre compte en fait, mais que ça doit être ouais. quand même de l'attention qui est perdue quelque part. Et oui, bien sûr, bien sûr. Alors on y va. Et ben voilà la réponse. Ah, formidable. Vous allez comprendre pourquoi je dis formidable. Une majorité, 41%. Vous dites toutes les 7 minutes. 1 minute pour 21%, 10 minutes pour 25% d'entre vous et toutes les 25 minutes pour 13%. 0 ont répondu toutes les 45 minutes. Alors la moyenne, figurez-vous, hein, la moyenne, une étude a été faite, c'est qu'en moyenne, c'est toutes les 7 minutes justement qu'on est interrompu. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'en moyenne, on peut perdre jusqu'à 1h10 de travail effectif par jour à cause des interruptions, 6 semaines par an. C'est énorme. À vous de faire le chemin, et là, ça serait plutôt sur une formation, peut-être gestion du temps notamment, hein, pour éviter d'être trop interrompu. Mais pourquoi on aborde ce sujet sur un sujet de manager coach? Parce que le manager coach, c'est d'avoir le bon niveau de disponibilité. Vous aurez pensé peut-être qu'on allait l'aborder sur je suis pas assez dispo. Au contraire, je remarque que beaucoup de managers sont peut-être un peu hyper disponibles. Qu'est-ce que c'est être hyper dispo? C'est dire oui tout le temps, tout de suite à tout le monde. Alors j'exagère un peu, hein, j'ai oublié de le dire, si mon accent ne m'a pas trahi, j'habite près de Marseille, donc on a tendance un peu à exagérer, hein. Vous savez, la sardine qui a bouché le port de Marseille, c'est peut-être pas être hyper dispo, dire oui tout le temps, tout de suite à tout le monde, mais c'est ce manager qui est ultra présent. Et dans hyper dispo, il y a un mot qui est important, c'est hyper, trop disponible. Vous pourriez me dire que j'ai besoin d'être très disponible, c'est OK. Hyper, c'est trop. Qu'est-ce que crée l'hyperdisponibilité? Et après, je te demande, Simon, si toi, tu te sens un peu hyperdispo, on va regarder ce cercle, hein, vicieux de l'hyperdisponibilité sur la diapo d'après. Qu'est-ce que ça amène, le fait d'être hyperdispo? Ça peut créer, hein, quelque chose qui va être un peu gênant. On passe à la diapo d'après pour voir justement qu'est-ce que ça peut créer. Alors, si je suis hyper dispo, on va voir si tu trouves, notamment Simon. Remarque, tu as peut-être la réponse. Si je suis hyper dispo, J'ai la réponse, mais je ah, vais, ah, voilà, on va la découvrir ensemble. on va la découvrir ensemble. Si je suis hyper dispo, donc je suis là, je réponds tout de suite à tout le monde, ok? Comment vont agir les autres avec moi? C'est grisé, hein? Qui fait que je peux me désorganiser, perdre en efficacité, culpabiliser et donc me rendre encore plus hyper dispo. Hyper dispo, Simon, est-ce que tu te souviens? Bah, c'est l'hyper. Je peux te donner la réponse donc, si tu Vas-y, m'autorises. donne la réponse, on y va, on y va. Enfin, ça entraîne le fait d'être hyper sollicité.
Yes, on voit que tu as bien suivi, tu avais assisté une fois à une formation. Donc bien joué, on y est hyper dispo, hyper sollicité, c'est mathématique. Pourquoi on l'aborde dans la posture de manager coach? Parce que si vous êtes hyper dispo, vous générez chez l'autre finalement de la dépendance, de la facilité, de la paresse même. C'est plus facile d'aller voir mon manager que de trouver par moi-même les solutions. D'accord? Je vais prendre un exemple très simple. Où sont les documents dans l'armoire? Au lieu de chercher pendant 2-3 minutes, je vais déranger mon manager, je vais taper, puis je vais lui poser la question. Peut-être que les parents, ça vous fait penser à la relation avec les enfants aussi. Hein. Hyper dispo, hyper sollicité, ça empêche l'autre de grandir. À vous de faire votre chemin. Est-ce que vous n'êtes pas un peu hyper dispo? La dernière fois, une formation managériale, j'ai une participante, son téléphone a sonné 4 fois pendant la formation et c'était sur son téléphone personnel. Depuis le Covid, ses collaborateurs l'appellent et quand elle n'est pas dispo, ils l'appellent sur le perso. Et quelle erreur elle fait? Elle répond. Pourtant, elle leur a dit, vous ne m'appelez pas sur le perso. Mais ils appellent et ils répondent. Donc, à nous d'avoir des créneaux, et c'est écrit, des moments où on est un peu en off, ou des moments qu'on se protège pour soi, mais aussi qu'on va protéger avec un collaborateur dans lequel on va être dans cette posture de coaching, c'est-à-dire à un moment où on va s'isoler, prendre le temps de discuter, analyser le problème de mon collaborateur et être dans un univers où on n'est pas dérangé. Faut qu'on retrouve un peu des moments où on se met dans notre bulle, hein, dans ce monde où on est très souvent sursollicité. À nous d'avoir le bon niveau de disponibilité, mais de ne pas être trop hyper dispo. Tu te sens un peu hyper dispo, Simon, parfois? Oui, oui, je me sens complètement hyper disponible. Et tu vois, en Ouais, t'écoutant, j'allais te poser la question en disant, l'hyperdisponibilité, ça n'amène pas forcément de la qualité des moments, en fait. Et c'est le risque, moi, parfois ouais. que je peux étudier, c'est je suis toujours disponible, mais peut-être pas finalement pour les vrais moments où on peut vraiment prendre le temps d'aller progresser. Ouais, ouais. Quand on est dans cette posture de manager coach, et c'est très bien que tu appuies là-dessus, Simon, il faut prendre ce temps. On se pose en individuel. Posture de manager coach va être individuelle. Hein. Avec mon collaborateur, on se met dans un endroit où on est bien. Ça peut être la salle de réunion, ça peut être dans mon bureau, ça peut être au parc. Le lieu où on s'entretient avec son collaborateur a énormément d'impact. Hein. Donc, on va se mettre dans un endroit où on est bien et on prend le temps d'échanger sans être dérangé. Vraiment, il faut revenir à ce mode hein, d'être parfois une seule chose à la fois. Notre cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, n'est pas binaire. On ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Si vous écrivez un texto et qu'en même temps vous parlez à quelqu'un, c'est juste que vous faites rapidement des allers-retours entre j'écris, j'écoute, j'écris, j'écoute. Hein, voilà. C'est une question d'habitude, mais qui crée du coup une relation où je suis à moitié présent. Quand je suis dans cette posture de manager coach, je me mets avec mon collaborateur, je lui donne un moment de disponibilité et je le répète, hein, j'appuie sur certains messages, je le questionne pour qu'il puisse trouver par lui-même la solution. Posture à utiliser à bon escient. OK. Donc Simon, tu te sens parfois hyper disponible, à toi aussi, hein, de peut-être recadrer les choses pour avoir des moments un peu plus en off. Tout à fait. La prise de conscience, c'est la première étape, Julien. La prise de conscience est la première étape, exactement. Hein, c'est ce que je dis souvent hein, à des personnes qui veulent être parfois pressées pour trouver des solutions et mettre en place les choses. Laissez-vous le temps d'appréhender hein, et ça passe par une prise de conscience. Exact. On passe à la diapo d'après sur une qui définit hein, le manager coach. Il est capable d'adopter un rôle d'observateur. Et oui, pour aider mon collaborateur à trouver par lui-même des solutions, il faut que je sois aussi capable de l'observer, de le mieux le connaître, de se placer ni trop loin de son équipe pour ne pas l'abandonner, ni trop près pour ne pas l'étouffer. Là, on a fait un petit focus justement sur trop près en étant hyper dispo. D'accord? Donc, soyez disponible, mais pas à la fois dans votre tour d'ivoire où on n'arrive jamais à vous voir et à l'inverse, être hyper dispo. Gardez bien ça en tête. Voilà, c'était un point hein, sur la bonne distance. On va passer à déléguer, on vous l'a dit, hein, la posture de manager coach, elle est basée sur la confiance et sur la capacité à déléguer. Déléguer pour développer l'autonomie de chaque collaborateur. Et pour ça, tu vas nous proposer un autre petit sondage. Yes, un autre petit sondage, on va définir les petits points et puis comme d'habitude, Simon, comme tout à l'heure, tu me donneras, et toi, quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'on a du mal à déléguer, hein.
On va le voir donc sur cette diapo. La première raison, c'est mieux de faire par soi-même, on est sûr du résultat. On va vous proposer de voter hein, et de dire quelles sont les raisons qui peuvent vous empêcher de déléguer. Donc c'est mieux de faire par soi-même, on est sûr du résultat, on est plutôt sur la confiance. La deuxième, j'ai peur de surcharger mon collaborateur en lui donnant de nouvelles missions. Vous voyez que c'est pas la même chose. Donc je garde pour moi. La troisième, mon collaborateur est inexpérimenté, il n'est pas prêt. La quatrième, j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi, je ne peux plus contrôler. Et enfin la dernière, j'ai peur que le travail soit mal fait car il n'est pas fait à ma façon. Allons-y, c'est parti. Hein. Donc le sondage est ouvert. Quelles sont les raisons qui peuvent vous empêcher de déléguer? Alors, vous pourriez nous dire, j'ai pas de difficulté à déléguer. OK. S'il y avait parfois une raison, ça pourrait être laquelle? D'accord? Donc là, on n'évalue pas finalement votre niveau de difficulté, mais plutôt la raison qui peut vous empêcher de déléguer. Ouais. D'être dans cette posture de manager coach, c'est déterminant. Alors pour toi, Simon, du coup, ça serait laquelle des 5? Bah alors forcément le mot inexpérimenté, je le trouve fort, hein, et c'est d'ailleurs, Ouais, enfin, c'est volontaire, hein, c'est pour provoquer quelque chose aussi, une réaction chez nous. Mais ouais, moi c'est voilà, je pense que c'est cette option-là, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, mais la raison principale, c'est souvent de me dire: «Non, mais ça va être, trop compliqué, cette personne n'est pas prête, ouais, ça va me prendre plus de temps», comme je disais tout à l'heure, ouais, de lui montrer avant. ouais, tout à Donc fait. heu donc voilà, moi je pense que c'est plutôt là-dessus, c'est la volonté aussi de protéger Ouais, son collaborateur. Donc bon, alors là-dessus, je vais un peu aller sur la réponse 2, mais protéger, surcharger, c'est pas exactement le même terme, je pense. ouais, Voilà, ouais. donc en tout cas, moi j'aurais mis cette réponse-là, tout à fait. OK. Allez, on vous laisse encore un peu le temps de voter. On va pas tarder à voir les résultats du sondage sur, sur cette difficulté à déléguer. Et ça m'étonne pas, une fois de plus. Donc on a 20 d'entre vous, c'est mieux de faire par soi-même, on est sûr du résultat. Là, on peut être dans je dis on peut parce que c'est pas obligatoirement la raison qui vous a fait, cliquer sur celle-ci, hein, sur cette réponse, mais vous pouvez peut-être être un peu le manager qui a besoin de contrôle, de sécuriser, de sécurité aussi du coup et vous préférez faire par vous-même, vous êtes sûr du résultat. C'est sécurisant. La deuxième raison, j'ai peur de surcharger mon collaborateur. Donc là, on est vraiment sur une notion de non, moi manager, surtout pas surcharger mon collaborateur, je garde pour moi. Attention à ne pas avoir trop de poids sur les épaules, d'accord? Peut-être que déléguer sera un merveilleux cadeau pour un collaborateur, ou peut-être pas. Hein. Mon collaborateur est inexpérimenté, voilà, hein, je mets sur le même registre, délégué et inexpérimenté, c'est pas possible. Et pourquoi pas lui déléguer des tâches, même s'il est débutant. Je ne le dis pas comme une vérité, bien sûr, hein, c'est plutôt comme un axe de réflexion, parce que vous avez peut-être toutes les bonnes raisons de ne pas déléguer. J'ai peur qu'il fasse n'importe quoi, je ne peux plus contrôler. Et enfin, la dernière, j'ai peur que le travail soit mal fait, hein, car il n'est pas fait à ma façon. Hein. À ma façon, on est peut-être un peu sur le côté aussi un peu perfectionniste. C'est les raisons qui peuvent empêcher de déléguer. OK. Alors, on va voir comment on délègue. Qu'est-ce que c'est déléguer? Euh, je Alors prends ce temps. on a perdu ta caméra, Julien, mais Ah, je sais pas si et, tu et- et moi, j'ai perdu la tu tienne peux aussi. Alors, je la coupe bon, et je la remets. Pourtant, moi, je me vois. Hein. hop, je vais faire Je me vois. pareil. Ça doit être un problème sur le logiciel parce que tu me revois là de nouveau? Je te revois, c'est parfait. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc, déléguer est un contrat. Qu'est-ce que c'est un contrat? Quand je te dis déléguer est un contrat, Simon, ça te fait penser à quoi quand tu dis déléguer est un contrat? Alors bon, moi tu me poses ça, moi ça me fait penser au contrat de coaching justement qu'on Alors, met parfois en place dans les parcours d'accompagnement en coaching. ouais. Voilà, on fait souvent un contrat tripartite, hein, avec le Bon, manager, le décisionnaire et le coaché. alors là, ça sera à deux, hein, ce contrat. Et un contrat, ça veut dire on se met d'accord. Et la posture de manager coach, c'est de responsabiliser, de questionner l'autre sur ses besoins et sa façon de faire. Bien sûr, parfois, quand on délègue, on a peu de marge de manœuvre sur le quoi et le comment. Mais parfois aussi, on a de la marge de manœuvre. Quand vous l'avez, manager coach, justement, responsabilisé, demande-lui son avis, demande à lui comment il ferait les choses. Les conditions d'une délégation réussie pour celui qui délègue. La confiance. On voit ça part en premier. C'est déterminant.
Précisez, être précis, soyez clair sur ce que vous attendez. Donnez toute l'autonomie. Oui, je vois parfois certains managers qui délèguent, mais vous savez, pour mieux garder, pour garder, ils ont du mal à lâcher le bébé. D'accord? Fixez les règles, les dates, les critères, les rôles. Soyez précis dans ce que vous attendez, comment lui, il voit les choses, justement, hein. Et surtout, donnez les modalités de suivi et d'évaluation parce que déléguer, c'est aussi contrôler. Mais il ne faut pas prendre de court son collaborateur. L'erreur serait de lui dire je te délègue cette tâche et de ne pas lui dire quand je vais contrôler et comment. Sinon, j'entache la confiance. Je peux vexer. D'accord? Donc tout ça est mis au clair au début. C'est pour ça que c'est un contrat. On formalise si la délégation est importante, c'est-à-dire on peut l'écrire dans le contrat, la fiche de poste du collaborateur. Le collaborateur, lui, à qui je vais déléguer? Celui à qui on délègue, il faut qu'il ait aussi confiance en moi, manager, bien sûr, hein. Il faut qu'il ait le savoir, les compétences. À défaut, formation, par exemple. Et pourquoi pas chez MyConnecting. Oh, c'est bien placé, ça, Simon. Il faut. Une belle promotion, une belle pub, Ah, Julien. merci, ah, merci. Signe de reconnaissance, on viendra tout à l'heure, ça me fait plaisir que tu dis ça. Il faut qu'il ait la motivation dans le monde idéal, bien sûr, hein. Des fois, on n'a pas le choix de déléguer à quelqu'un qui est peu motivé. Mais cette posture de manager coach va aider mon collaborateur à être davantage motivé. Pourquoi? Parce que je vais le solliciter et lui dire comment il voit les choses. Rappelez-vous, hein, sauter le trou, comment lui il le ferait. Alors là, déléguer, c'est pas un trou, hein, c'est pas une difficulté, mais c'est plutôt et toi, comment tu vois les choses? Je le répète, enlevez-vous le poids sur les épaules du manager qui sait tout, d'accord? Et qui a réponse à tout. Votre collaborateur, il faut le responsabiliser. Pouvoir, alors ça par contre c'est déterminant. Pour déléguer, il faut qu'il y ait les moyens et le temps. Ça c'est déterminant. Et enfin, Et c'est peut-être dis-moi, le pouvoir moyen étant, hein, pardon, je rebondis là-dessus. oui, je t'en C'est prie. peut-être le plus alors difficile, je sais pas, mais ce qu'il faut vraiment s'assurer de valider en tout cas avec le collaborateur, parce que les moyens et le temps, c'est parfois un élément qu'on n'a pas en tant que manager, ou en tout cas on a du mal à avoir de la visibilité sur est-ce qu'il lui reste du temps disponible pour prendre ou pas cette tâche, et c'est ça qui, moi, par exemple, à titre personnel, parfois peut me pousser à ne pas déléguer en me disant peut-être que la personne n'a pas le temps, alors que il faut que je passe d'abord dans la phase d'aller lui demander et d'avoir une discussion ouverte, hein, sur ce sujet. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai insisté sur le pouvoir qui, et ça pour le coup, est déterminant. Le vouloir, ça peut peut-être venir avec le temps. Et puis des fois, j'ai pas le choix de déléguer à quelqu'un qui est pas motivé. Ok? Donc on va être directif. Le savoir, ça peut aller chercher. Le pouvoir, il le faut. C'est dès le début, c'est déterminant, sinon je peux pas déléguer, hein. Les moyens et le temps. On est d'accord, tu fais bien insister sur ce point-là, Simon. Et enfin, un autre point, vous voyez, c'est le dernier, alerter. Et oui, il n'y a pas que moi, je répète, qui ai en tant que manager le poids sur mes épaules, de contrôler. Il faut aussi responsabiliser mon collaborateur. Il se doit aussi de m'alerter, de me faire part de ses difficultés. Faut-il que moi, en tant que manager, je lui ai laissé la place, j'ai ce niveau de disponibilité nécessaire pour qu'il puisse être à l'aise pour venir me parler et me faire part de ses difficultés. Donc ça peut devenir la raison d'un manque de feedback, de retour du collaborateur, peut-être dû au collaborateur qui n'a pas eu la clairvoyance ou le professionnalisme pour venir m'alerter, mais ça peut venir aussi de ma part, moi, en tant que manager. Est-ce que je laisse cette opportunité à mon collaborateur de pouvoir venir m'alerter? Voilà. Voilà, hein, sur les conditions d'une délégation réussie. On va passer sur un petit exercice très coaching, hein. Moi, en tant que coach, c'est un exercice que j'utilise souvent. Alors, on avait envie de vous donner ce petit titre sur les 3 zones, hein. La zone de confort, la zone de challenge et la zone de panique. La zone de confort, ça te fait penser à quoi, Simon, quand je te dis zone de confort? Bah, ça me fait penser à toutes les expressions, sortir de sa zone de confort, sortir Ouais. des sentiers battus, Mmh. euh, voilà, Comment tu la qu'on a beaucoup définirais, entendu toi? dans le développement personnel. Ouais, qu'on entend beaucoup. Si quand tu es dans ta zone de confort, en général, tu te sens comment? Au niveau Très stress? détendu, voilà, très Ouais. détendu, très relax. On en parlait, voilà, avant le webinaire Ouais. sur différents sujets. Voilà, quand en interne, je ne ressens pas voilà, de raison de me stresser et peu de challenge, hein, également. Donc, bah, d'ailleurs, ça va avec la zone de Pas de challenge, challenge? mais.
Et oui, zéro stress quand on est dans sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort pour aller challenger, qui va nourrir un stress, mais un stress acceptable, plaisant, excitant. Et après, on a en orange la zone de panique. Comme son nom l'indique, je vais trop loin dans le stress. Et là, si mon collaborateur, par exemple, est dans sa zone de panique, même si l'expérience s'est bien passée, si ça doit se reproduire, il va paniquer tout autant. D'accord? Alors, pourquoi je vous parle de ces trois zones? Certains collaborateurs ont l'habitude de sortir de leur zone de confort et donc vont avoir une zone de challenge importante. Et avant d'arriver dans la zone de panique, il va leur en falloir. D'autres, à l'inverse, ont agencé leur vie pour être énormément dans leur zone de confort. Et voilà que dès qu'ils font un petit pas en dehors de cette zone de confort, panique. Donc zone de challenge qui serait faible et zone de panique rapidement accessible et grande. Quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, c'est peut-être quelqu'un qui a le même métier depuis 30 ans, heu, qui habite au même endroit depuis 30 ans, qui va en vacances au même endroit depuis 30 ans. Bref, il a sécurisé sa vie à l'extrême et le moindre petit changement crée chez lui une panique. Et c'est ce qui fait que pour certains collaborateurs, on va changer de locaux, on va déménager. Pour certains, pas de problème. Ils apprécient, ils aiment bien. Et pour d'autres, panique. On va changer de logiciel, panique à bord pour certains. Quand vous êtes dans cette posture de manager coach, je vous invite, surtout quand vous apportez un changement, une nouveauté, à faire cet outil, trois cercles. Et vous dites à votre collaborateur, quand je t'amène, quand je te délègue cette tâche, quand je te demande de faire ça, ça se situe où? Confort, challenge, panique. Surtout, évidemment, si vous sentez que la personne peut être un peu paniquée ou si vous n'avez aucune idée. Utilisez le dessin, c'est intéressant hein, pour visualiser ces trois zones. Voilà, zone de challenge, de panique et la zone de confort. Alors justement, moi je t'aurais posé, j'allais te poser cette question, mais tu y réponds déjà en partie. Je te la Ouais, pose quand même pour voir si t'as, voilà, allons-y. si tu veux étoffer. C'est comment faire quand on veut déléguer une tâche en tant que manager et que Ouais, cette tâche met le collaborateur dans sa zone de panique. Et est-ce très que bonne déjà question. ta première réponse, hein, c'est ça, c'est de valider avec lui en passant par ce schéma, est-ce que c'est vraiment dans sa zone de panique? Alors déjà, tu valides et tu te rends compte qu'il est dans sa zone de panique. On va prendre un exemple très simple. Je décide de missionner mon collaborateur sur, dorénavant, il va prendre la parole en public, pour X mission devant une assemblée. Ça stresse souvent, hein, pour animer, des formations sur le sujet et là, il est en zone de panique. Alors comment faire? Eh ben là, je me mets en posture de manager coach. Si je suis pas en posture de manager coach, je vais lui dire, bah, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Là, je vais l'aider et lui dire, qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses redescendre et être plutôt dans la zone de challenge? Peut-être que ce qui le stresse, lui, c'est le nombre de personnes. Donc, à ce moment-là, en zone de challenge, ça serait peut-être de commencer par des missions où, au lieu d'avoir 50 personnes, mais peut-être 5, 10. Mais peut-être que ce qui le stresse, c'est les types de personnes qu'il a en face de lui. Moi, parler devant 20, 30, 40 personnes que je connais pas, je suis complètement dans une zone de confort, c'est mon métier. Prendre la parole à mon anniversaire, aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, c'est pas le nombre, c'est le contexte, c'est les personnes que j'ai. D'accord? Donc, attention en tant que manager à pas me faire déjà une idée de je sais pourquoi il stresse, c'est le nombre de personnes, alors qu'en fait, c'est pas le nombre, c'est le contexte. Par exemple. Et être en posture de manager coach, c'est l'interroger pour qu'on puisse aller étape par étape et peut-être le missionner d'abord sur des choses qui sont en challenge pour que ce qui est dans la zone de panique redescende. D'accord? Mmh. Donc, je prends un exemple très simple, si c'est le nombre, au lieu de commencer par 50 personnes, au début, il va commencer par 10, puis 20, puis 30. Et puis, au fur et à mesure, ce qui est dans 50, dans la zone de panique, va redescendre dans la zone de challenge. Et un jour, peut-être, ça sera même dans la zone de confort. Hein. Voilà. Ça a répondu à ta question, Simon? Ça a très bien répondu. Allez, super, je bois un coup. Et après, On passe. tu vas nous parler des signes de reconnaissance après. Exact, signe de reconnaissance. Signe de reconnaissance, allez, c'est hyper important en tant que manager coach. Pourtant, c'est pas si naturel que ça. Alors, un petit sondage, et ça sera le dernier pour notre webinaire. Vous l'avez compris, on veut vous solliciter hein, pour que vous soyez actifs. Qu'auriez-vous envie de dire spontanément à cet enfant qui apprend à faire des calculs? On voit le calcul en haut, hein, qui apparaît en haut à droite de votre écran. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire spontanément? On vous laisse prendre connaissance de ces calculs.
on vous laisse voilà, surtout être le plus spontané possible et de pas, se dire: «Ah oui, c'est ça la bonne réponse, hein, à donner». Parce que l'idée, Ouais, c'est vraiment de comprendre ce que vous auriez dit, instinctivement. Et moi, instinctivement. je sais qu'instinctivement, j'aurais peut-être pas forcément donné la réponse que tu vas attendre d'ailleurs, Julien. Oui, alors oui, 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 tu verras, on va s'adapter, même si c'est pas la réponse majoritaire, vous allez voir. Vous faites peut-être un peu les coquins avec moi, mais ça ne marchera pas. On va voir. On va voir. Allez, Simon, sans influencer, toi, t'aurais dit quoi? Hem, alors bon, tu vas me dire, ça va dépendre de l'âge qu'il a. Heu, Ouais, non, non, moi il je pense que apprend. j'aurais dit, «Ce n'est pas parfait». C'est pas parfait. Ok, ok. C'est pas Allez, on va parfait, voir. voilà, pour garder cette, lui faire remarquer son erreur, Ouais, tout en gardant, bon, ce côté, voilà, parfait, c'est un mot qui dit que c'est très bien, donc je me dis que c'est peut-être qu'il va quand même bien le percevoir. ouais. Ok, on va voir. Allez, on regarde les réponses. C'est super, 30%. 48%, bravo, tu as 4 bonnes réponses sur 5. 4%, ce n'est pas parfait. 18%, il y a une erreur. 0%, c'est nul. Alors là, déjà, je suis content parce que personne ne dit c'est nul et tant mieux, on va voir pourquoi c'est important. Mais vous avez fait un petit peu les coquins, donc on va rectifier tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Bravo, tu as 4 bonnes réponses sur 5. Vous avez raison, c'est une super réponse qui est valorisante. Après tout, c'est vrai, il apprend cet enfant. Par contre, c'est pas ce qu'on s'est dit naturellement. Naturellement, on s'est tous dit une phrase de façon spontanée, il y a une erreur. C'est ce qu'on s'est dit automatiquement. Alors pourquoi je vous dis qu'automatiquement notre cerveau se dit il y a une erreur? Eh ben, on va voir la réponse juste après. Alors Simon, tu as perdu la caméra, est-ce que moi je l'ai perdu aussi? Également, oui. Allez, on va refaire un petit Voilà, coup. Hop, c'est le passage après sondage qui a un peu de mal le à passage après qui a un peu de sondage. mal à Voilà. passer aujourd'hui. T'es de retour aussi. Allez, c'est bon. Il y a une erreur. C'est ce qu'on se dit automatiquement. C'est fou, parce que j'aurais pu mettre 10 calculs, 9 de juste, un de faux. Pourquoi notre cerveau va pointer l'erreur? Pourquoi notre cerveau va pointer l'erreur? Parce qu'il y a une erreur de manière enfin, voilà, objective, il y a une erreur. Tu- Je t'ai vu. Mais objectivement, il y a aussi 9 bonnes réponses. Ah ben, la réponse, elle est sur la diapo d'après. Ah et alors, Pourquoi? Oui. pardon, je t'alimente. Quelqu'un donne, donc dans le chat nous dit: «Il y a une différence entre penser qu'il y a une erreur et le dire à l'enfant». Ouais. Qu'auriez-vous envie de dire spontanément? C'est pour ça qu'on a mis qu'auriez-vous envie de dire. Mais bien vu, c'est pas obligatoirement ce qu'on va dire. Et je vous invite d'ailleurs à pas dire il y a une erreur, mais plutôt bravo, il y a 4 bonnes réponses sur 5. Mais spontanément, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est une question de survie. On le voit, cet homme de Cro-Magnon en difficulté, peut-être, quand dans la nature il y avait une erreur, c'est qu'il y avait peut-être un danger. On est donc câblé à détecter les erreurs, c'était une question de survie. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Heureusement, hein, on n'est pas en mode survie au quotidien, du moins je l'espère pour vous. Donc, on a tendance à pointer du doigt le négatif, ce qui fait que, figurez-vous, on reçoit 8 marques d'attention négative contre 2 positifs par jour. On reste dans l'éducation avec un enfant. Un enfant qui met les coudes sur la table ne met pas les coudes sur la table, mais quand il les met pas, on lui dit pas bravo, tu les as pas mis. 1-0. Hein. 8 marques d'attention négative contre 2 positifs par jour. C'est dommage. Et cette posture de manager coach, ça va être aussi de mettre en avant et d'avoir des signes de reconnaissance positifs. C'est ce qu'on va voir juste après. Signe de reconnaissance positif, signe de reconnaissance négative. Simon, toi, tu te sens concerné par ce poids de différence entre positif et négatif? Alors, forcément oui, hein, parce que moi j'ai fait, aussi pas mal de formations sur le feedback et autres, Ouais. donc voilà, les signes de reconnaissance, moi c'est quelque chose qui dans ma vie professionnelle, mais comme ma vie, personnelle, hein, d'ailleurs, j'essaie de donner. Mm. Voilà, on voit toujours que alors en signe de reconnaissance positif, alors tu vas me dire que c'est pas très, inconditionnel, mais Mm. voilà, faire des compliments à ses amis, rien que ça, je trouve que c'est quelque chose de valorisant quelque part. Oui. Alors Ouais. faut essayer de le rattacher à quelque chose de réel, mais c'est vrai que le dire, donner de la bonne, des bonnes ondes en fait, de la positivité au Complètement. quotidien, hein, c'est aussi ça. Complètement. Le positif amène le positif, d'accord? Dans cette posture de manager coach, c'est aussi
ne pas oublier, mais de manager tout court, hein, de toute façon, hein. Mais dans la posture de manager coach, on est vraiment sur une posture très basée sur l'humain, l'écoute, l'empathie et le signe de reconnaissance. Appuyons aussi sur les signes de reconnaissance positifs. Et s'il vous plaît, enlevez-moi de votre tête si jamais vous l'avez. Je ne vois pas pourquoi je dirais merci à un collaborateur qui a fait juste son travail. C'est gratuit, ça fait plaisir et il y a des collaborateurs qui en ont besoin. Alors, le signe de reconnaissance positive, il peut être sur l'acte ou sur la personne. Bravo pour le travail que tu as fait sur l'acte. Tu es une personne très fiable sur la personne. Tu es une personne très fiable et plus puissant quand on est sur la personne que sur l'acte. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement faire des signes de reconnaissance sur la personne. Faites-le en fonction du poids du signe que vous voulez donner. À l'inverse, signe de reconnaissance négatif est très bien quand il est sur l'acte, pas sur la personne. Par exemple, sur l'acte, tu es en retard de 3 semaines sur ton dossier, c'est une donnée qu'il faut lui dire. Il y a une coquille sur ton dossier, il faut lui dire aussi pour progresser. Par contre, signe de reconnaissance négatif sur la personne, c'est non. Tu es nul, tu es mauvais, ça dévalorise, d'accord? Ça rabaisse. Hein. Donc ça, à proscrire. Voilà sur les signes de reconnaissance, on voulait absolument appuyer sur ça. On termine bientôt ce webinaire avant de passer aux questions, hein, on va voir juste un item. Mais voilà, n'oubliez pas de rééquilibrer un peu ce poids du signe de reconnaissance. 8 marques d'attention négatives contre 2 positives par jour, c'est dommage. Luttons contre ce côté un peu spontané de il y a une erreur et allons aussi sur bravo, tu as 4 bonnes réponses sur 5. Voilà. Et en essayant de ne pas partir du principe que comme le travail est fait et qu'en fait on ne fait pas de signe de reconnaissance négatif, bah, Ouais, ça vaut pas le coup d'en faire des positifs. Parfois on a cette tendance, hein, c'est de se dire bah, le travail est fait, voilà, et j'oublie en fait, j'oublie ouais. de souligner le positif qui est Mm. là au quotidien parce qu'effectivement c'est dans la fiche de poste, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le souligner. Complètement, complètement. C'est parfois pas dans notre éducation, donc c'est parfois difficile aussi d'avoir ces signes de reconnaissance, hein, en tant que manager. Alors, on n'est pas parfait quand on est manager, mais on essaye de s'améliorer en tout cas. Ça peut être un axe d'amélioration. On passe à la dernière séquence avant de passer à vos questions. On va parler de communication. Déterminant. Je vous rappelle, vous êtes avec votre collaborateur dans un bureau ou dans un lieu isolé. Posture de manager coach. On essaye de l'écouter. On trouve ensemble des solutions. Du moins, je le fais trouver plutôt des solutions. On se met d'accord si, par exemple, je délègue sur les tenants et les aboutissants, etc. Tout ça, c'est bien, mais il faut aussi absolument adapter sa communication. La règle d'or en communication est dit parle à l'autre, parlez aux autres comme nous aimerions qu'ils nous parlent. On est un peu sur la philosophie fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En fait, on est centré sur soi. J'aimerais bien qu'on me parle comme ça, donc je parle comme ça. D'accord? On va se décentrer et être manager, c'est s'adapter, parler aux autres comme ils aimeraient qu'on leur parle. Et ça, c'est très puissant. Et dans la posture de manager coach, c'est déterminant. C'est pour ça qu'on termine sur ça. D'accord? Pour bien illustrer, parle aux autres comme ils aimeraient qu'on leur parle, on va vous parler d'un fonctionnement qu'on a tous. On appelle ça un métaprogramme détail ou global. C'est la diapo d'après. Détail global. On est souvent binaire. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt détail ou global? Alors, je définis. Détail, c'est une personne qui a des difficultés à avoir une vue d'ensemble. Elle donne et demande beaucoup de détails. Elle fournit un travail précis. Elle ne s'intéresse pas si elle n'a pas assez d'informations. Donc, c'est le collaborateur qui aime recevoir une information détaillée et qui aime donner une information détaillée. À l'inverse, global, la personne va à l'essentiel. Elle conceptualise l'ensemble du projet. Elle peut se désintéresser s'il y a trop de détails. Elle peut abandonner un mode détail, mais pour adopter un mode détail, mais que sur une courte durée. D'accord? Simon, est-ce que tu penses être sans contrainte environnementale, hein, parce que bien sûr l'environnement va faire que parfois on va devoir se mettre en mode détail ou global. Est-ce que tu penses être plutôt quelqu'un qui est détail ou plutôt global? Je Alors commence moi à te connaître, hein, plus c'est d'activité. voilà, moi c'est très clair, c'est global. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est le détail global, on le retrouve un peu en partie hein, dans la méthode des couleurs, la méthode DISC. Donc voilà, Oui, moi je me suis certifié à cet outil, je suis passé par cette introspection de détail et global, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous donne ce point-là, c'est que c'est le point, je pense, le plus flagrant dans la ouais, manière de donner les choses. Donc moi, effectivement, il faut pas me perdre avec plein d'informations. Je veux la big picture, le gros, voilà,
l'objectif final en fait. Ouais. Et puis ensuite, moi j'y vais et je prends le chemin, on va dire que qu'il me faut pour y aller. Mais voilà, j'ai besoin de plus la finalité ou en tout cas d'une manière assez globale plutôt que les détails de le processus. Et oui, pour accompagner vos collaborateurs, parlez à l'autre comme il aimerait que tu lui parles. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur qui est détail et que vous êtes global, faites le chemin de le nourrir de détails. Parce que si vous restez sur votre mode global, vous partez de son bureau et il se dit, mince, qu'est-ce qu'il attend de moi? S'il n'ose pas s'affirmer, il ne le dira pas. S'il ose s'affirmer, il vous dira, attends, attends, mais qu'attends-tu de moi? À l'inverse, si vous êtes détail et que vous parlez en détail à un global, vous allez le noyer d'informations, vous allez le perdre, il va s'agacer par exemple, il va stresser. D'accord? Donc, essayer et être manager, c'est bien connaître aussi ses collaborateurs. Pourquoi pas leur poser directement la question à travers ce programme de représentation globale au détail. Vous allez voir, en général, c'est pas trop dur d'arriver à se positionner, mais souvent on dit ça dépend des situations. Oui, mais c'est pour ça que naturellement, êtes-vous plutôt global au détail. Parle à l'autre comme il aimerait que tu lui parles, c'était ça, le point sur lequel on voulait terminer, terminer ce webinaire. Voilà. Et moi, ça m'arrive même de le faire, tu vois, en entretien de recrutement, par exemple, Oui, détail global, pour oui, non pas pour dire ah bah ça va mieux marcher si la personne est globale ou détail, mais vraiment pour comprendre le mode de fonctionnement de chacun. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et effectivement, c'est un travail. Je dis ça parce qu'on me le demande régulièrement, ouais. des managers qui me disent ah mais comment on fait pour trouver justement, pour connaître. Mais c'est comme tu l'as dit, il faut connaître ses collaborateurs. C'est un travail au quotidien. Et puis ça va devenir, on va gagner en agilité en fait au fur et à mesure. Pour arriver à le trouver, hein, c'est surtout d'avoir conscience de ce schéma global détail. Mettez-vous en écoute. Je prends l'exemple, Simon, de l'entretien. Quand tu dis à un candidat, est-ce que la première question classique, présentez-vous s'il vous plaît, mais dans les premières secondes, tu vas voir si la personne est détaillée ou globale. Hein. Est-ce qu'elle a tendance à parler de ses expériences de façon détaillée ou plutôt de façon générique? D'accord? Donc, on peut le capter. Si vous ne l'avez pas encore déterminé chez vos collaborateurs, soyez juste attentifs. Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à rentrer dans les détails ou plutôt ils restent assez génériques? Super, bah écoute, merci beaucoup Julien. On va passer aux questions, mais juste avant la question, on va vous repréciser nos prochains rendez-vous, voilà, My Connecting. Donc restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à continuer à poser des questions là, dans le chat, on va en prendre quelques-unes. Nos prochains rendez-vous, c'est le 13 octobre déjà, donc ça arrive très très vite. Ouais. C'est un webinaire, donc le webinaire d'octobre sur l'entretien d'évaluation. Voilà, les entretiens d'évaluation vont arriver, bon, toujours pour des managers d'ailleurs. Ils vont arriver sur cette fin d'année, sur le début d'année prochaine. On sait que c'est un thème qui est phare pour énormément de managers et donc on aimerait vous accompagner grâce à ce webinaire et vous donner les bonnes pratiques. Euh, Pardon, Simon, posture de manager Vas-y. coach extrêmement intéressant pendant l'entretien d'évaluation. Bien Très, sûr, très intéressante. bien sûr, tout à fait, tout à fait. Le 22 octobre, on aura un autre webinaire, voilà, sur des thématiques soft skills. Sachez que le thème n'a pas encore été défini, donc si vous avez des demandes, des requêtes par rapport à des thèmes, n'hésitez pas à le faire et puis on lira et on essaiera de sélectionner aussi un thème qui pourra convenir à tous. Et on sera également le 1er et le 2 février, voilà, les dates sont tombées récemment, 1er février et 2 février 2023 au Learning Technologies, comme on a été en mai l'année dernière, enfin en mai 2022. On sera à nouveau présent sur ce salon qui se déroule à Paris. Très bien. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Donc, Yes. je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Alors bon, là, on n'a pas eu de questions là-dessus. Moi, j'avais des questions qui avaient été envoyées à l'avance par certaines personnes par mail. Donc, je vais pouvoir reprendre ces questions-là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. S'il y a besoin de préciser des Plusieurs choses, questions. voilà. Si on a été trop Plusieurs. global pour certains qui sont détails. Pardon. Exactement. Exactement. Euh, alors, première question, la posture manager coach est-elle plus appropriée ou pas selon l'organisation, la structure et ou l'environnement travaillé? Donc là, Oui, j'avais sélectionné cette question qui nous avait été posée parce que je la trouvais intéressante. C'est oui, est-ce qu'elle est plus appropriée en fonction d'un environnement en particulier? oui, Organisation, structure, etc. oui.
Oui, elle est plus appropriée ou pas. Imaginons, je vais prendre l'inverse, je suis dans une entreprise où on est, extrêmement directif. Très peu de marge pour les collaborateurs de pouvoir, hem, être responsabilisés, plus d'autonomie, plus de délégation. Ça va être plus délicat d'avoir cette posture de manager coach, hein, premièrement. Alors peut-être parce que c'est le métier. Et là, ça sera embêtant, hein, qui fait qu'on ne peut pas déléguer, voilà. C'est rare, mais ça arrive. Ou parce que c'est la culture de l'entreprise, mais ça peut changer, d'accord? Donc vous, vous pouvez aussi à votre niveau, en tant que manager, réinventer la culture managériale aussi dans votre société. Il faut savoir que j'aime bien cette phrase qui dit qu'il y a des salariés, ils candidatent pour aller dans une entreprise et ils la quittent à cause de leur manager. Mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent rester grâce à leur manager, hein. Moi, j'ai connu des sociétés qui n'avaient pas bonne presse, mais grâce à un manager, eh ben, ça se passait très bien dans le service. Alors bien sûr, elle peut être limitée, la marge de manœuvre pour le manager, mais vous, vous avez la même mise au moins sur votre relation managériale avec vos collaborateurs, hein, et vous pouvez, pourquoi pas, mettre en place cette culture du manager coach qui n'est pas présente dans certaines entités. Ouais. Alors tu réponds à une autre question qui avait été posée, enfin tu vois, en partie, je te Ouais. la repose de cette manière-là. C'était Ouais. comment démontrer l'intérêt de la posture manager coach à des managers seniors, qui en mettant leur réussite passée, enfin voilà, en mettant en avant leur réussite passée, Ouais. sont réticents au changement. Et donc Mmh. là-dessus, on vient là-dessus, hein, on sent que cette personne qui a posé la question, je pense que comprend l'intérêt du manager coach, veut Ouais. développer cette posture et veut que les personnes souhaite que les personnes autour d'eux, les managers autour d'elles, développent cette posture, mais peut-être se confrontent à de la réticence au changement justement. Ouais, alors manager senior ou pas, hein, certains peuvent avoir la réticence au changement, surtout quand on veut être dans le contrôle, quand on veut être un manager très directif. C'est moi qui commande, je suis le chef. Vous voyez? Je suis le chef, ça va être dur. Alors comment arriver à les convaincre? Bah, c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je dirais que les convaincre en montrant, vous, les bienfaits avec vos collaborateurs, les convaincre en leur montrant qu'aujourd'hui et en plus on le sent de plus en plus avec cette période qu'on a vécue, les collaborateurs peuvent être, hem, comment dire? Moins, partir d'une entreprise à une autre plus facilement, hein. Le rapport de force est en train de s'inverser. Il est donc d'autant plus déterminant d'aller nourrir ce besoin du collaborateur qui est aussi de pouvoir s'exprimer, d'accord? Donc attention à pas rester sur un schéma, qui fonctionne de moins en moins, celui de: «Je donne pas la parole à mes collaborateurs et je suis plus sur un management directif». Allons nous balader sur d'autres styles de management: participatif, délégatif, persuasif, hein. Les 3 autres styles de management font appel notamment à la posture de manager coach. Ouais. Et je réponds parce que quelqu'un d'autre a rajouté une question sur quid de la si la culture du manager coach n'est pas celle de l'entreprise. C'est ce qu'on vient un peu d'expliquer, hein, c'est qu'il faut soit pouvoir, montrer les bienfaits Ouais, de cette posture au sein de son entreprise, donc peut-être aux décisionnaires, aux managers, et cetera, leur montrer les bienfaits. Soit sinon, il y a aussi des éléments de la posture manager coach qu'on peut venir récupérer. Quand on parlait des signes de reconnaissance, je connais personne qui me dira: c'est pas la culture d'entreprise de donner des signes de reconnaissance». Enfin, ça l'est peut-être pas, mais c'est pas pour ça que c'est un frein et que vous ne pouvez pas vous la mettre, du tout en place dans votre entreprise. Donc il y a sûrement des éléments à venir récupérer de cette posture manager coach, que vous pouvez mettre plus ou plus moins grand facilement. en fonction du contexte, tu as raison Simon, hein. On serait dans le monde des bisounours de vous dire: «Non, vous pouvez le mettre, il y a aucun problème». C'est pas vrai. Vous pouvez peut-être le mettre en place. Ce qui est sûr, c'est au minima, mais peut-être plus. Voilà, hein. C'est surtout la comment je vais imprégner l'entreprise de cette culture-là, plus ou moins. C'est sûr que s'il y a des freins, une direction qui ne veut pas, des collaborateurs qui ne veulent pas, parce que le coaching, il faut que l'autre soit partie prenante. Si le collaborateur n'est pas partie prenante, n'a pas envie, ça ne marchera pas. D'accord? Vous l'avez bien vu, hein, je vous proposais tout à l'heure de le questionner pour trouver par lui-même les solutions. S'il est fermé comme une porte de prison, ça ne marchera pas, hein. Donc il y a aussi ça, hein, les autres, il faut qu'ils fassent aussi leur chemin. Mais nous, comme le dit bien Pierre Rabhi avec la petite histoire du colibri, faisons notre part. Mettez les collaborateurs dans les bonnes dispositions pour aller vers ce chemin d'être accompagnés par un manager coach. Et alors une petite dernière question pour la route. C'était une Allez, question et voilà, on va dépasser d'1 ou 2 minutes, mais c'était une question sur le manager tuteur. Voilà, la personne demandait s'il y avait une différence quand on est dans le cadre d'un tutorat. Voilà, bah, j'imagine oui. que cette personne veut parler de stage ou d'alternance. Est-ce qu'il y a une différence de posture?
voilà, ou comment on s'adapte par rapport à ça? Comment on peut, se servir de la posture manager coach dans un cadre de tutorat? Oui, alors tuteur, comme son nom l'indique, hein, je vais, faire monter en compétence mon collaborateur. Là, on est OK sur le posture de manager coach. Par contre, la différence, c'est que en tant que tuteur, je peux parfois dire ce qu'il faut faire, expliquer, montrer, driver, vous voyez? Guider. Heu, je vous rappelle, interdit de donner des solutions quand on est dans une posture de manager coach. Vous allez voir, c'est pas simple, vous aurez envie de donner des solutions. Dernière petite astuce, quand on est manager coach, on proscrit toutes les questions qui commencent par est-ce que. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu. Parce que dans est-ce que, on appelle ça induire. Et donc, j'induis une réponse. Je vous invite à commencer par des questions plutôt qu'est-ce? Qu'est-ce qui pourrait faire que? D'accord? Voilà. Donc, tuteur des solutions, je vais en donner, pas en tant que manager coach. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Julien. On va terminer là-dessus. Voilà, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui continuent à arriver. Malheureusement, on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. N'hésitez pas quand même à nous envoyer voilà les questions Ouais, par mail ou voilà, on pourra peut-être prendre le temps également d'y répondre. Merci, un grand merci Julien pour ta merci à participation vous. et puis ton enthousiasme aujourd'hui. On vous remercie tous aussi de nous avoir suivis pendant cette heure. Et puis voilà, j'espère vous revoir pardon, le 13 octobre alors ça sera avec Claire Junot cette fois-ci, qui sera là pour me seconder. Et voilà, et donc en tout cas, je te remercie beaucoup Julien et je te souhaite une excellente journée. Allez, à bientôt à tous. Au revoir.